Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les réactions du Premier ministre Choguel Maïga après les attaques djihadistes qui ont secoué la région de Gao au Mali. Des attaques perpétrées le 8 août par des djihadistes présumés. Le chef du gouvernement malien nous a présenté en exclusivité les orientations de sa stratégie de lutte contre le terrorisme. L'appel lancé par l'autorité intergouvernementale pour le développement au parti du vice-président sud-soudanais Riek Machar. L'IGAD demande au SPLM-IO d'ouvrir les voies du dialogue, un message qui intervient après les affrontements meurtriers entre factions rivales du SPLA-IO. Et puis le réajustement des contrats miniers, une des priorités du gouvernement en République démocratique du Congo, et ce de façon à obtenir des partenariats gagnant-gagnant. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mort d'au moins 9 personnes au Cameroun. Ces personnes sont décédées dans des violences intercommunautaires qui se sont produites ce mardi dans la commune de Logone-Birni, située dans la région de l'extrême nord. Selon le maire de la commune, Abakar Brahim, ces heurts ont opposé les communautés arabes Shoa et Mousgoum. Des violences qui ont aussi fait des dizaines de blessés. Face à cette situation, des éléments de la brigade de la gendarmerie de Logone-Birni ont été déployés sur place. Il était présent à l'ouverture du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre malien, Choguel Maïga, est revenu sur les attaques simultanées survenues le 8 août dans la région de Gao. Le chef du gouvernement qui a aussi dévoilé le plan d'action de l'État pour lutter contre le terrorisme. Parmi les points annoncés, un renforcement des effectifs militaires. Nathalie Mo. 48 heures après les attaques terroristes qui ont fait plus de 50 victimes civiles dans le nord du Mali, le Premier ministre Choguel Maïga s'exprime. Le Mali, pays qui s'étend sur une superficie d'1,24 million de kilomètres carrés, est le nouveau théâtre des actes terroristes dans le Sahel. Des exactions qui sont favorisées par la faible couverture territoriale de l'armée. Le gouvernement, qui a pris la pleine mesure de la situation, renforce les effectifs militaires. Et donc cette couverture physique du territoire est une des difficultés auxquelles nous essayons de faire face en suivant deux voies. La première, ce qu'on appelle le processus de DDR, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'ensemble des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger doivent accélérer le processus d'intégration de leurs combattants. D'autres forces sociales qui voudraient être dans l'action de défense et de la sécurité de notre territoire seront mobilisées. Donc augmentation substantielle des effectifs. Deuxième axe, c'est l'équipement. Renforcer, accélérer le processus d'équipement de notre armée. Le Premier ministre Choguel Maïga est conscient que la guerre contre le terrorisme ne se gagne pas que sur le plan militaire. Regagner du terrain face aux groupes de soutien de l'islam et des musulmans et à l'organisation État islamique au Grand Sahara passe également par le retour de l'autorité administrative dans toutes les localités du pays. À supposer même qu'on conquiert un territoire par la force, aussi longtemps que l'État n'est pas là, l'administration, les services sociaux de base, c'est un vide qui va être réoccupé. Donc, on travaille sur ça. Par son caractère asymétrique, la guerre contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. À la détermination des autorités, les groupes armés répondent par la terreur et la violence sur des populations désarmées, mais le Mali ne se décourage pas. Mais je dois donner l'assurance de la détermination des hautes autorités de notre pays à faire en sorte que de plus en plus de Maliens soient sécurisés. Nous avons été très touchés par ce qui s'est passé. Suite aux attaques meurtrières du 8 août 2021 dans la commune de Ouattaguna, le président de la transition, Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national. Dans le cercle d'Ansongo, localité malienne située près de la zone des 3 frontières, plus d'une centaine d'incidents violents ont été recensés depuis 2020 avec un lourd bilan de plus de 385 décès.
Dans l'actualité également, deuil national de 3 jours en Algérie. Cette mesure annoncée par la présidence ce mercredi sera effective à partir du 12 août. Une décision prise en hommage aux victimes des incendies qui ont fait au moins 65 morts, dont 28 soldats, selon un bilan encore provisoire. Outre le décret d'un deuil national, le président Abdelmadjid Tebboune a aussi pris la décision de geler de façon temporaire toutes les activités gouvernementales locales, exception faite pour celles liées à la solidarité. Pour rappel, le nord de l'Algérie est ravagé par les flammes depuis ce lundi. La situation est particulièrement alarmante en Kabylie, où la wilaya de Tizi Ouzou concentre les foyers d'incendie les plus importants. À noter que des pistes criminelles ont été évoquées par le gouvernement. Ouvrir les voies du dialogue, c'est l'appel lancé par l'autorité intergouvernementale pour le développement au parti du vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar. Un message qui intervient quelques jours après les combats meurtriers entre les factions rivales du SPLA-IO, branche armée du SPLM-IO. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le 9 août 2021, au Soudan du Sud, l'autorité intergouvernementale pour le développement a appelé le mouvement du vice-président sud-soudanais Riek Machar à ouvrir des voies pour des dialogues. Cet appel intervient à la suite des combats meurtriers dans le Haut-Nil entre factions rivales du vice-président sud-soudanais qui ont fait une trentaine de morts dans le pays le 7 août 2021. L'accord de paix global qui a été signé entre les belligérants soudanais est un accord qui implique deux personnalités importantes, notamment Riek Machar et le président Salva Kiir. C'est vraiment dommage que dans le bloc aujourd'hui de Riek Machar, vous avez une contestation de sa légitimité et même de son autorité, ce qui peut remettre encore l'accord de paix global. Donc c'est une urgence aujourd'hui que nous allons tout droit vers la paix et la stabilité à travers un dialogue inter-sud-soudanais entre les différentes fractions aujourd'hui qui sont en rébellion et en contestation. C'est une urgence non seulement pour le Soudan du Sud, mais pour toute la région en tant que telle. Les affrontements meurtriers du 7 août entre les factions rivales du parti du vice-président Riek Machar, le Sudan People's Liberation Army in Opposition, ont éclaté après l'annonce contestée de son éviction en tant que dirigeant du parti. Des chefs de la branche armée du parti de Riek Machar avaient annoncé le 4 août 2021 sa destitution de ses fonctions à la tête du parti et de son appareil militaire. Une décision que les partisans du vice-président qualifient de push raté. Riek Machar n'est pas sa première contestation. Déjà, il avait été contesté par son épouse il y a 3 années de cela par rapport à la légitimité et notamment le leadership historique concernant son mouvement politique militaro-militaire en tant que tel. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier aujourd'hui la réaction notamment de la Ligad, qui regroupe l'ensemble des États de l'Afrique de l'Est, pour aller très vite vers un dialogue entre les deux blocs, d'autant plus que déjà les affrontements ont commencé il y a quelques jours de cela, et ces affrontements ont causé d'énormes pertes en vie humaine. Selon des observateurs, ces rivalités internes sont susceptibles de miner le fragile processus de paix signé en 2018 destiné à mettre fin à une longue guerre civile ayant fait 400 morts dans le pays. Toutefois, par cet appel, l'autorité intergouvernementale pour le développement espère ramener les deux parties au calme et poursuivre les démarches de paix entamées en 2018 selon des experts. Renégocier les contrats miniers, c'est l'objectif affiché par le gouvernement en République démocratique du Congo. La ministre des Mines, Antoinette Samba, l'a réaffirmé ce 10 août dans le cadre d'une visite de travail sur les sites miniers. Objectif de ce réexamen, conclure des partenariats gagnant-gagnant. Joël Balou. Avec un taux prévisionnel de 6,9% en 2021 pour la production de cuivre, la République démocratique du Congo se positionne en tant que premier producteur minier africain. Conscient de l'impact de cette activité sur son économie, le gouvernement a décidé de révisiter les contrats miniers le liant aux exploitants du sous-sol congolais. Objectif, permettre aux Congolais de bénéficier directement des recettes des ressources minières exploitées. Il est temps que le pays réajuste ses contrats avec les miniers dans l'optique de sceller des partenariats gagnant-gagnant. Il n'est pas normal que ceux avec qui le pays a signé des contrats d'exploitation s'enrichissent pendant que nos populations demeurent pauvres.
Entre 2021 et 2030, la production congolaise va presque doubler. Selon les estimations de Fitch Solutions, elle passera de 1,39 million de tonnes en 2021 à plus de 2,4 millions de tonnes à la fin de la décennie. Cette progression s'explique par l'entrée en production de la mine de Kamoa-Kakula, dont les ressources minérales pourraient atteindre 1,38 milliard de tonnes. Le tour de génie que les autorités publiques malawites viennent de réussir en ramenant le cœur du marché du diamant là-bas chez eux à Gaborone, au Malawi, qui a fait en sorte que le Congo, notamment la République démocratique du Congo, puisse envisager également de réviser ces contrats, des contrats qui à mon sens sont parfois des contrats léonins, où on vous fait gagner en 20 ans ce que vous auriez pu normalement gagner en une seule année. Et par là également, aussi, il faut interpeller tous nos opérateurs qui sont impliqués dans la signature de ces contrats, d'être un peu plus patriotes. En rappel, le secteur minier est considéré comme le poumon économique de la République démocratique du Congo. Et cette nouvelle disposition est salutaire car elle vise à assurer une meilleure redistribution des richesses. Pour le gouvernement, ce sera aussi l'occasion de renforcer les mesures de lutte contre la fraude et la contrebande minière. Après plusieurs années de crise, la société Niger Post enchaîne les performances. L'adoption de nouvelles stratégies basées sur l'innovation et la proximité notamment ont porté leurs fruits. Entre 2017 et 2018, l'entreprise a connu une hausse notable de son chiffre d'affaires. Un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Présente au Niger depuis la période coloniale, l'accession du Niger à la souveraineté internationale a permis la création de l'Office des postes et des télécommunications, OPT. C'est en 2006 qu'elle a changé de statut pour devenir une société d'économie mixte dénommée Niger Post. Après plusieurs années de léthargie, Niger Post a retrouvé du souffle en 2017 avec l'arrivée d'une nouvelle administration et le déploiement de stratégies de relance des activités par la mise en œuvre de stratégies marketing et de gouvernance basées sur la confiance, l'innovation et la proximité. Ainsi, entre 2017 et 2018, l'entreprise postale a connu une hausse significative de son chiffre d'affaires prévisionnel, passant de 900 millions de francs CFA en 2017 à 3,2 milliards de francs CFA en 2018, consacrant une hausse de 255,5% pour l'entreprise nigérienne en un an seulement. On s'est dit pourquoi pas ne pas investir dans les grosses marchandises, puisque la plupart de nos produits, même si aujourd'hui on a un important trafic d'import, on s'est dit qu'il faut qu'on se place sur ce secteur-là. C'est ce qui a fait qu'on a créé une expertise en notre sein à travers un produit qu'on appelle Logistique Post. Ce produit-là permet maintenant aujourd'hui d'être un produit, on va dire, un des acteurs importants de la logistique de grosses marchandises au Niger. D'ailleurs, sur ça, on a été le partenaire officiel de l'agence UA 2019 qui a organisé l'UA 2019, le sommet de l'Union africaine en 2019 au Niger, avec beaucoup d'infrastructures qui avaient été créées en moins d'un an au Niger et 90% des conteneurs, c'est nous qui les avons transportés. Société d'État concessionnaire de services publics, distributeur de courriers et colis, Niger Post offre depuis quelques années, à travers des innovations apportées, des services financiers, notamment les transferts d'argent, les paiements de factures et les comptes courants postaux. Présentement, en matière d'utilisation des TIC, la Poste, en tout cas Niger Post et les sociétés privées se font la concurrence. Nous n'avons aucun complexe. Nous faisons même de l'informatique décisionnelle. Nous faisons une BI qui nous donne la situation, qui donne au niveau des différents managers la situation en temps réel des transactions. La BI, Business Intelligence, qui permet de faire l'informatique décisionnelle, c'est dans des rares sociétés privées qu'on trouve cet outil. Mise en service de nouveaux produits, notamment à travers l'application de commerce électronique dénommée Kaomini, bancarisation des contractuels de l'État où un flux d'au moins 70 000 contractuels sont désormais gérés par Niger Post, sont entre autres innovations initiées par l'entreprise pour renforcer l'inclusion financière au Niger. Aujourd'hui, l'entreprise ambitionne de faire un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs CFA. Et pour cela, la vision de Niger Post est d'avoir des ressources humaines de qualité, mais aussi une gouvernance financière proche d'une entreprise qui cherche des certifications ISO. Le Cameroun va pouvoir intensifier sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le pays a reçu plus de 158 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, un lot acquis grâce au Fonds africain pour l'acquisition des vaccins mis en place par l'Union africaine. Nathalie Mo.
Le Cameroun a reçu 158 400 premières doses du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 dans le cadre du Fonds africain pour l'acquisition des vaccins AVAT mis en place par l'Union africaine. L'un des critères principaux du choix de ce vaccin repose sur son accessibilité. Il offre également une large immunité contre plusieurs variants du Covid-19 en circulation au Cameroun. Johnson & Johnson est approuvé par l'OMS, l'un des vaccins le plus prisés actuellement dans le riposte vaccinale. Il présente de nombreux avantages pour le Cameroun, notamment son calendrier en une seule dose et son efficacité sur les variants sud-africains, britanniques et delta, dont quelques-unes circulent déjà à bas bruit dans le pays. Le Cameroun est l'un des premiers pays à recevoir le vaccin Johnson & Johnson en Afrique. Les expéditions de cette molécule vaccinale se feront de façon mensuelle. À l'échelle du continent, l'objectif est de distribuer 6,4 millions de doses de vaccins pour le mois d'août et près de 50 millions avant fin décembre 2021. Nous voudrions que tout le monde au soit vacciné. Et donc là, je voudrais citer le travail que notre collègue des autres agences fait et aussi les autorités pour mobiliser la population à prendre la vaccination. C'est très important de le faire et aujourd'hui, à travers le vaccin de Johnson & Johnson, c'est un d'autres efforts que le gouvernement et les seuls partenaires font pour que le Cameroun ait le vaccin. L'organisation panafricaine veut déployer 400 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 sur le continent. Le vaccin à dose unique Johnson & Johnson occupe une place de choix dans cette campagne avec une possibilité d'achat de 220 millions de doses. L'objectif continental de vaccination vise à immuniser 60% de la population africaine. Une initiative inédite et conjointe qui montre une intégration de la riposte contre le coronavirus impliquant les 55 pays membres de l'Union africaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.